Ça me met à des villages mauritaniens en territoire malien. Moi, ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé au nord du Mali, où Alger pensait administrer même certaines parties du territoire malien. Est-ce qu'on avait abandonné notre territoire ou bien on assiste réellement à un début d'occupation de notre territoire et que les actuelles autorités sans doute viennent de mettre fin à cette occupation? D'abord, en ce qui concerne l'expression village mauritanien en territoire malien, Ouais. expression, Administré par la Mauritanie. voilà, expression dite par, je crois, Les c'était médias. RFI. D'abord, RFI a une rédaction, donc chaque mot, chaque phrase est étudiée et soignée. Et on n'utilise jamais les mots au hasard. Chaque mot, chaque expression choisie, c'est pour avoir un objectif bien précis. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler que le combat qui est en cours, c'est-à-dire la guerre médiatique qui est là, Anne-Sophie avait l'a dit, que leur objectif, c'est imposer le narratif français dans le Sahel. Et dans l'imposition de ce narratif français dans le Sahel, il s'agit de faire croire que les pays de l'AES sont des pays hors la loi. Et deuxièmement, sont des pays qui gênent les voisins, sont des pays qui commettent des exactions, ont des armées non professionnelles, ont des armées qui commettent des exactions sur leurs propres citoyens et les citoyens d'autres pays. Avant d'utiliser cette expression-là, il disait partout l'armée malienne a pénétré sur le territoire mauritanien, où l'armée malienne a fait ceci ou cela contre des citoyens mauritaniens. Maintenant, il s'est avéré que l'armée malienne n'a jamais pénétré sur le territoire mauritanien et que l'armée malienne patrouille sur le territoire malien et de surcroît, l'armée malienne est, est en offensive contre des terroristes. Donc, ces médias-là ne peuvent pas reconnaître ça, ils ne veulent pas reconnaître ça. Et leur objectif, c'est quoi? C'est coûte que coûte appuyer, c'est-à-dire ces narratifs qui étaient là pour dire que le Mali a pénétré le territoire mauritanien ou bien l'armée malienne est en train de commettre des exactions sur les citoyens mauritaniens. Donc, s'ils arrivent à faire croire aux gens que l'armée malienne est rentrée sur le territoire mauritanien, donc ça veut dire que nous avons une armée non professionnelle et le Mali est en train de provoquer la Mauritanie. Donc, ce qui va susciter et provoquer la colère des Mauritaniens. Et comme ils ont réussi à faire avec certains pays, hein, si vous vous rappelez le directeur de la DGC ou bien le patron de la DGC l'a dit à un moment donné qu'il y a des informations qu'il ne donne pas par téléphone. Il s'est déplacé pour venir dire à un pays, au président d'un pays voisin, bon voilà, les Maliens et les Russes sont en train de faire ça contre vous. Donc pour remonter ce derrière et faire croire à sa population que le Mali et la Russie sont en train de faire quoi que ce soit. Vous parlez de Draman Ouattara. Exactement. Comme on le dit ici, le président de Ourodougou. Voilà. Donc, ils sont dans cette logique-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y avait, il y a une mission qui consistait à énerver, à provoquer ou bien à susciter la colère des Mauritaniens, la population mauritanienne contre les autorités maliennes ou contre l'AES, afin que cette population mette la pression sur les autorités, les pousser à faire, à rentrer dans une forme de confrontation contre le Mali. Donc, il y a cette tentative qui est là. Sinon, comment expliquer, en termes simples, un journal, ou bien un journaliste qui est logique, dire que l'armée malienne est rentrée dans un village mauritanien sur le territoire malien. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on doit même commenter le fait que l'armée malienne est en train de patrouiller sur le territoire malien? Est-ce que ça doit faire la une des journaux? Non. Ça ne doit pas faire la une des journaux. Quoi de plus normal? Et surtout, là où il y a des terroristes. Donc maintenant, pour éviter aussi de dire ou de faire ou de montrer que l'armée est en train de se battre contre des terroristes, on ramène le village mauritanien comme pour corroborer le fait que l'armée est en train de faire des choses contre des citoyens mauritaniens en lieu et place des terroristes. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? En novembre, décembre et même bien avant, des terroristes ont traversé le territoire mauritanien, sont venus
s'attaquer à l'armée malienne et ont voulu couper la route Sénégal-Caille et Caille-Bamako. Et ces gens-là qui sont rentrés, l'armée est partie les chasser. Et ces gens-là se sont retournés du côté mauritanien. Même il y a des députés mauritaniens qui sont sortis pour dire qu'ils ont reconnu que des terroristes, surtout le djinnim et autres là, ils utilisent le territoire mauritanien pour se préparer, se former, s'entraîner et venir attaquer l'armée, l'armée malienne. Mieux encore, dans un documentaire sur, sur Arte, on a vu des terroristes se transformer en bergers, venir faire des attaques au Mali et retourner en Mauritanie. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on rentre dans le fond de ce qui se passe, clairement, les gens vont comprendre qu'il n'y a aucun problème entre le Mali et la Mauritanie. Je pèse mes mots. J'ai dit entre le Mali et la Mauritanie. Je ne dis pas la Mauritanie contre le Mali. Peut-être il y a certaines personnes dans, c'est pas dans l'entourage du pouvoir ou bien dans au pouvoir qui ont des problèmes contre le Mali. Sinon, tout le monde sait que le Mali n'a aucun problème contre la Mauritanie ni contre un autre pays voisin. Le Mali se bat contre le terrorisme. Et ces terroristes-là font des va-et-vient et tous les jours au vu au su de tout le monde dans ces pays-là. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Est-ce qu'il faut laisser ces terroristes attaquer le Mali et se replier sur ces pays voisins? C'est ce qu'ils veulent nous dire. Sinon, ça n'a pas de sens le fait de dire que l'armée malienne patrouille dans un village mauritanien. Et le deuxième volet, ce qui concerne le fait que la Mauritanie ou l'administration mauritanienne perçoivent illégalement des taxes sur le territoire malien. Et là aussi, si on expose ce fait-là, le monde entier saura que c'est la Mauritanie qui est en train de violer le droit international. Parce que c'est la Mauritanie qui est venue s'installer sur le territoire malien, percevoir des impôts, donner des papiers mauritaniens. Est-ce que vous voyez, envoyer sa police et autres la patrouiller sur le, faire des patrouilles sur le territoire malien. Encore là, une fois de plus, le monde entier saura que c'est le Mali qui est agressé. C'est le droit international qui est violé par les voisins du Mali. Donc, pour éviter ça aussi, il faut éviter de dire que la Mauritanie occupe illégalement le territoire malien. Donc, en lieu et place, ils vont dire non, l'armée malienne patrouille dans des villages mauritaniens sur le territoire malien. Parce que s'ils utilisent l'autre version pour dire que la Mauritanie occupe illégalement le territoire malien, ça viole le droit international. Alors que, on va y arriver plus tard, ces gens-là veulent s'appuyer sur la Mauritanie pour combattre l'AIS. Et la dernière visite du président Ghazouani en France prouve que la France veut s'appuyer sur la Mauritanie et même l'OTAN. Bon, je vais te relancer sur cette question. Voilà, ceux qui restent de l'OTAN veulent s'appuyer sur la Mauritanie pour faire du mal au Mali. Et j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est le président mauritanien ou il y a certaines autorités mauritaniennes qui n'agissent pas avec la vitesse voulue par la France. Est-ce que vous comprenez? Donc ces gens-là veulent pousser la population, mettre encore plus de pression sur les autorités pour les pousser à une confrontation directe et rapide contre le Mali. Merci. Avant de revenir vers le Dr Drissa, je dois te relancer parce que tu as terminé par la visite du président mauritanien en France. Faut-il craindre le pire parce que dans ça, nous voyons carrément Emmanuel Macron. Lui, son objectif est clair. Comment venir à bout des pouvoirs en place au niveau de l'espace AES. C'est l'Est même qui dérange aujourd'hui la jeune française. Nous avons besoin de votre analyse, en tout cas. En tout cas, il faut se préparer. Nous sommes, ou bien nous suivons, ou bien nous subissons une guerre entre les États-Unis et l'Iran qui est partie d'une présentation du Premier ministre israélien qui est parti à la Maison Blanche, montrer des preuves au président américain pour le pousser à attaquer l'Iran. Et la même chose est possible. Est-ce que vous voyez? Parce que je reprends encore là les propos du patron du DGSE qui a dit que ils ont l'habitude d'aller voir des présidents africains pour les expliquer comme quoi que il y a tel ou tel pays qui veut faire ça contre toi ou bien il y a ça. Donc, je me dis surtout que la visite ce n'est pas le président mauritanien
qui a voulu partir en France. Il a été invité. Il a été invité par le président français. Et surtout à un moment où il y a beaucoup de bruit entre, sur des faits qui se sont passés, soit entre le Mali et la Mauritanie. Donc, selon mes analyses, il est possible que la France fabrique des fausses preuves pour faire croire au président Ghazouani que l'armée malienne est en train de faire ceci ou cela contre son pays. Il est possible que la France fabrique des fausses preuves pour montrer au président mauritanien comme quoi, attention, le Mali est en train d'installer telle ou telle arme à sa frontière et tout le monde sait que ces armes-là, on ne les utilise pas contre des terroristes. Donc, ça veut dire que le Mali a d'autres choses en tête. Comme en 2018, le même président Donald Trump a été convaincu par un autre président qu'un autre pays a fait quelque chose contre eux. Donc, ces gens-là, ils sont capables de faire ça. Sinon, pourquoi inviter le président mauritanien au moment où la presse française parle beaucoup, ou au moment où la presse française fabrique beaucoup de fake news sur le Mali? Et lors de du point de presse, le président français a dit que la Mauritanie est un partenaire stratégique pour eux dans la lutte contre le terrorisme. Et surtout pour leur sécurité. Donc, si l'objectif, c'est d'avoir une base de l'OTAN ou bien de la France en Mauritanie, en lieu et place des bases qu'ils avaient ici, pour faire quoi? Pour nous espionner ou pour préparer d'autres attaques, d'autres missions contre nous. Si ce n'est pas ça, si c'est pousser la Mauritanie, provoquer la colère des Mauritaniens ou montrer des fausses preuves à la Mauritanie pour le pousser à faire quoi que ce soit contre le Mali, c'est là où ça devient dangereux. Et si vous remarquez un peu, je sais pas si j'ai dit le comportement comme c'est un président, je sais pas si c'est la terminologie appropriée, mais quand même, si vous observez les discours, les propos, les déclarations des autorités mauritaniennes, on a l'impression que malgré tout ce qui se passe en bas, malgré qu'ils font des laissez-passer tout et tout, malgré tout ça, on a l'impression qu'ils traînent les pas, ils veulent pas aller en confrontation ou du moins aux yeux du monde contre le Mali. Et c'est ce qui est voulu de l'autre côté par la France. La France veut une confrontation afin de pouvoir venir appuyer la Mauritanie contre le Mali. Donc, j'ai l'impression que la Mauritanie est un peu lente aux yeux de Macron. Donc, il faut les pousser un peu, les montrer des fausses preuves pour les pousser à faire quoi que ce soit contre le Mali. Mais maintenant, oui. Donc la démocratie française est sortie de l'usine de Bôle de François Mitterrand, 20 juin 1990, apparaît alors comme une bombe, une arme de destruction contre les pays africains. Général, oui. Posons-nous la question. L'homme qu'on appelle l'homme du 18 juin, De Gaulle, il a sauvé la France avec la démocratie ou avec quoi? La résistance armée. La résistance armée. Quand l'Allemagne a attaqué le reste de l'Europe, est-ce que les Européens ont répondu par la démocratie? Non. 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 Aujourd'hui, est-ce que on entend le débat de démocratie en Ukraine? Non. Que ce soit à la télé en Ukraine ou même sur les chaînes occidentales, personne. Zelensky n'est plus élu. En Ukraine, à partir de 18 ans, tu es forcé, on te prend. Si tu refuses, on te tue. Tu vas au front. Il n'y a pas de liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté d'opinion. Il n'y a rien. Et je vais revenir en 1940. Est-ce qu'entre 1940 et 1945, il y avait la liberté d'expression en France? Non. Est-ce qu'entre 1940 et 1945, il y avait la liberté d'expression, que ce soit en Espagne et autre part? Non. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en guerre. Et aujourd'hui, est-ce qu'en Ukraine, il y a ces soi-disant libertés là-bas? Est-ce que l'Ukraine fonctionne aujourd'hui avec les réalités de la guerre ou bien avec les réalités de la constitution ukrainienne? C'est les réalités de la guerre. Sinon, si c'était la constitution, il allait avoir des élections. Zelensky allait partir ou être réélu. Donc, pourquoi, bon sang,
Quand c'est les autres, on réfléchit par la tête, mais quand c'est nous, on réfléchit par la tête des autres. Est-ce qu'aujourd'hui la Chine fonctionne avec le modèle américain ou français? Le modèle chinois. Modèle chinois. Est-ce que l'Iran a pu contrer aujourd'hui les États-Unis avec le modèle français ou américain? Modèle iranien. Aujourd'hui, est-ce que l'Arabie Saoudite est dirigée par le modèle français ou américain? Saoudien. Modèle saoudien. Alors pourquoi l'homme noir ou l'Africain est obligé de réfléchir par à travers le cerveau des autres? Pourquoi? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. À un moment donné, c'est du complexe, quoi. C'est du complexe. Vous allez aujourd'hui sur tous les continents. Si vous partez sur le continent asiatique, vous allez voir qu'ils ont leur modèle. Et leur modèle est calqué sur leur réalité historique, sociologique et culturelle. Si vous parlez aux États-Unis, la même chose. Parce que les États-Unis et l'Europe, c'est presque le même peuple. Hein? Si vous partez sur les autres continents également, c'est la même chose. Si la démocratie, c'est le choix du peuple, hein, est-ce que on doit imposer la démocratie avec les fusils des autres à la place du peuple? Hein? Très facile à comprendre. Très facile à comprendre. Il a fallu que un président français s'assoie et dit désormais l'Afrique francophone va fonctionner comme ça. Général, est-ce que cette démocratie-là, ce n'est pas la dictature? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, on laisse personne choisir un autre système de gouvernance. On veut imposer à tout le monde ce modèle-là. Celui qui n'accepte pas ça, il répond au coup de canon. Donc, c'est quoi? Définissez-moi la dictature, c'est quoi? Hein? Qui a le choix aujourd'hui de choisir entre la démocratie et autre système? Personne. On ne te laisse même pas le choix. Soit tu es dedans, soit tu es combattu. Et revenons au propos du capitaine libérateur Ibrahim Traoré. Si on doit se libérer aujourd'hui du joug du terrorisme et de l'impérialisme avec le système imposé par l'impérialisme, ben on n'a pas besoin de réfléchir sur ça. La France ne peut pas réfléchir un système pour nous contrôler, pour nous diriger, et que nous allons rester dans ce système-là pour combattre les terroristes envoyés par la France, ou même pour combattre encore, se libérer de cette France-là. Ça ne peut pas fonctionner. Depuis que le monde est monde, partout sur la Terre, ou même partout sur la planète, quand les peuples se retrouvent, hein, ils font leur système entre eux, propre à eux, et ils fonctionnent avec ça. Et après ça, les gens voyagent. Ce qui est bien chez les Occidentaux, ce qui est bien chez les Arabes, ce qui est bien chez d'autres Asiatiques, je vais prendre ça pour pouvoir améliorer ce que je fais ici. J'ai même entendu un grand-père dire que voilà, nous avions ici une constitution ou bien d'immobilisme. Vous l'avez entendu? Non, je ne l'ai pas entendu. Oui. Que le Kouroukanfouga était une constitution d'immobilisme, c'est-à-dire le forgeron allait rester forgeron. Je dis, non, lui, il n'avait pas compris. Non, grand-père a compris. Comme c'est mon grand-père, j'ai le droit de dire ce que je viens de dire. Grand-père a compris, mais grand-père a été paresseux. Parce que pendant que le grand-père de Macron était en train de réfléchir comment améliorer sa démocratie, en ce moment-là, lui, il était là en train de réfléchir comment suivre la démocratie du grand-père de Macron. Si lui, il avait réfléchi sur la constitution de Kouroukanfouga de 1200 en 2020, il allait pouvoir en tirer une constitution propre à nous. Aujourd'hui, nous allons suivre ça. Mais comme il n'a pas fait ça, comme grand-père a été paresseux, il a voulu suivre les autres, et aujourd'hui, forcément, il va dire que la Kouroukanfouga était une constitution d'immobilisme. Donc, général, soyons réalistes. Aujourd'hui, le système qui est en place, ça arrange, c'est-à-dire le système démocratique, n'est qu'une façon de protéger l'élite. Et vous allez voir,
partout où les gens se disent démocrates, où le pays fonctionne avec la démocratie, on ne peut pas toucher aux élites. Mais on peut continuer de voler le peuple, on peut continuer de tuer le peuple, et le peuple peut continuer de souffrir le martyre. Personne, on dit rien. Mais dès qu'on commence à toucher à une personne parmi les élites, vous allez voir en ce moment les mécanismes vont sortir pour les protéger. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'on doit se renfermer pour nous-mêmes. Mais ça me met mal à l'aise que je vois un soi-disant intellectuel venir me dire que je ne peux pas me sentir mieux si je ne pense pas comme un Français ou comme un Américain. C'est même honteux pour moi. On va avancer. Drissa Memeta, il y a un exercice militaire qui se déroule tout près de chez nous. C'est d'ailleurs la deuxième année consécutive, l'exercice Flintlock. Dans le passé, nous, pays de l'Est, nous avons sans doute participé à ça, même accueilli cet exercice. Mais avec le temps, nous avons compris que le tourisme ne fait que s'empirer, ça ne fait que s'aggraver. Donc, il n'y a rien qui ne diminue. Donc, ça va de mal en pire, comme vient de le dire le docteur. Cet exercice est encore tout près de nos frontières. Les pays de l'Est ne participent pas du tout à cet exercice. Quelle est ton analyse là-dessus? Bon, je pense que ces genres d'exercices-là, auparavant, les gens étaient plus intéressés à enrichir leur CV que d'autres choses. C'est ça. Ou pour des histoires de primes. Ils disent 30 nations participent cette année. Voilà, parce que si tu participes à ces exercices-là, tu auras un bon CV. Quand il y a des trucs, tu vas être appelé. Peut-être ça te permettra même un jour de voyager, aller aux États-Unis ou ailleurs là. Mais sur le terrain, qu'est-ce que ça a servi? Pas à l'AS, qu'est-ce que ça a servi aux Africains? Non. Qu'est-ce que ça nous a servi? Parce que à chaque fois qu'il y a rébellion, à chaque fois qu'il y a terrorisme quelque part, c'est les formateurs qui doivent venir se battre à la place des formés. À quoi ça sert la formation encore? Parce que tu dois être formé pour pouvoir remplacer le formateur lorsque le problème se présente. Mais lorsque le problème se présente, c'est le formateur qui vient à la place du formé pour se battre. Et le formateur va encore dire que le formé n'est pas bien formé alors que c'était lui le formateur. Qu'est-ce qu'on n'a pas subi ici? Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur l'armée malienne, burkinabé et autres là? Et aujourd'hui, vous voyez un peu ce qui se passe au Nigeria. Même si les gens n'en parlent pas beaucoup. Il y a un deuxième général, d'ailleurs, ça faisait partie de mes questions. En 2025, sur l'indice mondial des victimes du terrorisme, là, imaginez que le Nigeria est en tête. Devant la scène. Devant l'AIS, en termes de victimes du terrorisme. Exactement. Donc, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, les pays africains ont participé à des formations, nous avons été formés, nous avons été coachés, il y a eu, mais pour quelle finalité? À chaque fois qu'il y a un petit problème, il faut qu'on fasse appel aux formateurs. Tout à fait. Donc, ces genres de formations, je pense qu'à un moment donné, comme le capitaine l'a dit, ce n'est pas Dieu qui leur a appris à se battre comme ça. D'ailleurs, souvent même, ça fait pleurer et c'est amusant en même temps. Quand je pense qu'au Mali, il y avait des sofas, il y avait des tonjons. Chez nous, il y a Choudjouroutigui. Dans notre histoire, dans notre culture, nous sommes, un peuple brave qui s'est toujours battu sans même rencontrer un seul blanc. Donc, nous connaissons comment nous battre. Il s'agit juste d'institutionnaliser. Il s'agit juste de mettre les moyens. Il s'agit juste d'avoir confiance en nous-mêmes. Sinon, imaginez que quelqu'un qui a vécu, c'est pas au Sierra Nevada ou bien quelqu'un qui vit en Californie, va venir apprendre à un Sigassois comment se battre contre un terroriste à l'Oloni. Il ne connaît pas l'Oloni. Absolument. Souvent, ce n'est même pas logique, quoi. Mais bon, comme c'était
comment dire là, c'était quelque chose qui était là, les gens partaient, ils revenaient, après on nous disait tout, il y avait de l'argent, les pays aussi, en participant, ça, il y avait ce complexe-là qui était là. Bon, je suis content d'avoir participé à une formation des États-Unis, des Américains ou bien des Français, c'était une fierté pour les pays autour là, et enfin pour pouvoir bénéficier d'autres. Et ça, c'est un moyen également pour ces formateurs-là de nous contrôler davantage. Parce que autant que les gens vont courir derrière ces formations, autant ces gens-là auront des instruments pour pouvoir nous contrôler encore plus davantage. En tout cas, pour terminer, celui qui contrôle ton armée te contrôle. Est-ce que tu vois? Donc, il sait comment tu es formé, il sait comment tu te bats. D'ailleurs, dans chaque formation, ce n'est pas seulement le métier des armes. Il y a une idéologie qui est propagée. Tout à fait. Est-ce que tu vois? Donc, c'est comme si on va t'apprendre aussi à penser comme eux. Ou à la limite, tu seras en quelque sorte un réserviste pour eux. Le jour où ils auront besoin de quelque chose, bien de quelqu'un. Donc, je pense que qu'on participe à des trucs comme ça ou pas, je pense que ça n'a pas trop de valeur ajoutée. Ce qui est bien, aujourd'hui, je pense que nous devons nous concentrer. La guerre l'Iran-États-Unis a montré que désormais, les futures guerres seront des guerres technologiques. C'est des guerres des ingénieurs. Concentrons-nous sur ça. Comment est-ce qu'on peut fabriquer nous-mêmes des armes? Pas forcément, parce que l'Iran a montré que il ne s'agit pas forcément d'avoir les mêmes armes que les Américains. Okay. Exactement. Est-ce que tu vois? Tu peux avoir comment dire là, d'autres armes sans être trop riche. Ce qui compte, c'est de faire mal. Voilà, c'est de faire mal. C'est le résultat. Donc, concentrons-nous sur ça. Allons sur ces bases-là et à un moment donné, ces gens-là, ils vont arrêter. Aujourd'hui, si la Chine est crainte aujourd'hui, je ne pense pas si c'est à cause de la formation des Américains ou bien des Français. Ah non. Merci beaucoup. Mais tu as quelque chose à ajouter parce que Nigeria, Boko Haram, peut-être ils sortent des principaux groupes qui les fatiguent. Nous, on en a, je ne sais pas, plus de 6 ou bien voire 10 groupes. Mais nous sommes pour le moment, nous sommes à l'offensive. Les terroristes sont quand même en débandant par endroits, notamment dans la région de Kaï, région de Nioro. Là-bas, les terroristes sont en difficulté actuellement. Je pense que ce n'est pas surprenant, même si c'est malheureux. Le président Tchani l'avait dit. Il a dit comment les terroristes s'installaient avec l'aide de la France dans le lac Tchad. Il a dit à l'époque comment Iswak se préparait pour attaquer. Et à l'époque, au lieu de l'écouter, au lieu d'approcher les autorités nigériennes pour voir comment agir ensemble pour contrer ces gens-là, voilà, les gens se sont moqués. Et ça fait quand même 17 ans que le Nigeria est attaqué et qu'aujourd'hui, il y a des forces américaines, il y a des forces anglaises, il y a des Français, il y a une coalition africaine aussi qui épaule l'armée nigériane contre Boko Haram et Iswak. Et malgré tout, le Nigeria a été, en plus de la densité en termes de population et de la richesse aussi, en plus de tout ça, et de la proximité entre le Nigeria et les pays dits occidentaux, parce qu'ils disent que nous sommes isolés ici. Malgré tout ça, après 17 ans, le terrorisme a fait plus de victimes au Nigeria qu'au Mali, qu'au Burkina, qu'au Niger ou ailleurs. C'est vraiment malheureux. Et pour sortir de ça, il va falloir que soit Tinubu se réveille, ou bien il va falloir que les Nigérians se réveillent. Parce que on ne peut pas combattre le terrorisme, que ce soit au Nigeria ou ailleurs, en voulant aller sans l'AES. Ça, c'est impossible. Et on ne peut pas non plus vouloir combattre le terrorisme tout en restant amis avec ceux qui les forment, ceux qui les financent, ceux qui les entretiennent. Et aujourd'hui, il n'est caché à personne qui sont derrière ces terroristes-là. Il a fallu qu'un président américain vienne nous dire ici que l'USAID finançait ces gens-là. Il a fallu que tout de suite, comment dirais-je là,
la justice française même, pour sauver l'État français, condamne Lafarge pour financement du terrorisme en Syrie. Lafarge, c'est qui? Comment Lafarge s'est retrouvé en Syrie? L'État français. C'est l'État français qui les envoie là-bas. D'ailleurs, quand Macron voyage dans son avion, il y a des opérateurs. C'est eux qui les chassent, c'est eux qui financent, c'est eux qui paient les impôts et les taxes autour là. Donc, ces gens-là, ils sont derrière des terroristes et vous êtes amis avec ces gens-là pour combattre les mêmes terroristes. Et regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui reste pour le Nigeria avec toutes ces armées-là? Aujourd'hui, Trump dit, bon, les chrétiens sont tués là-bas, moi je vais partir. Tinubu dit quoi? Rien, ok, venez. Et par fini, le Nigeria sera au mai des Occidentaux. Ils vont en faire ce qu'ils veulent. Et ce qui me préoccupe dans tout ça, c'est Dangote. C'est Dangote. Parce qu'à chaque fois que Dangote prend un pas de plus en avant, il y a plus en plus de violence contre le Nigeria. Et depuis que Dangote a commencé avec son histoire de raffinerie, et surtout quand Dangote a voulu s'occuper de l'Afrique de l'Ouest, en termes de carburant avec, avec cette histoire des raffineries là, les choses ont commencé à se dégrader au Nigeria. Et tout le monde savait que ceux qui bénéficiaient du pétrole brut nigérien n'allaient pas croiser les bras pour regarder Dangote. Parce que ça fait quand même du manque à gagner également pour eux. Ouais. Donc, à chaque fois que les terroristes attaquent quelque part, soit c'est l'économie qui est visée, soit c'est c'est autre chose qui est visée derrière. Donc aujourd'hui, il va falloir que les Nigérians plutôt, s'assument pour pouvoir sortir de ça. Et malheureusement, on ne voit pas ça. Après 17 ans, on a l'impression que le terrorisme vient de commencer au Nigeria. Malheureusement. Et encore ce qui est une leçon pour tout le monde. Imaginez en novembre 2025, Bamako était annoncé comme tombé. La dame là, pour ne pas dire la fille là, journaliste là, disait même que les principaux camps de Bamako sont tombés. Les terroristes allaient prendre Bamako et ils s'organisaient même à tout et tout là. Le Mali était à la une. Les terroristes font ceci, les terroristes font ça, Djinim fait ceci, Djinim fait ça. Alors qu'au même moment, c'est le Nigeria qui était en tête. Mais ils ne parlaient pas de ça. Pourquoi? Donc, on doit comprendre que ces gens-là, quand ils sont dans un coin, ils font passer tout ce qui est mauvais sous silence. Et une fois qu'ils sont plus là, non, c'est fini. C'est fini. Donc, c'est des leçons qu'on peut tirer de cette histoire merci beaucoup. Voilà, du Nigeria. J'ai souvent sensible, il faut carrément ouvrir les esprits. Parce que la décolonisation mentale, elle prend beaucoup de temps. Mais maintenant, oui. Nous arrivons au terme de cette émission. Ouais. Ton mot pourrait sortir de la présentation. Comme on le dit, une révolution pour qu'elle marche, il faut qu'elle soit bien pensée. Donc, dans cette révolution, nous avons besoin des idéologues. Dans cette révolution, on ne peut pas s'en sortir si on ne fabrique pas ou même si on ne s'occupe pas des cerveaux. Ouais. Si l'Iran résiste aujourd'hui, c'est parce que depuis 47 ans, il y a quelque chose qui a été cultivé dans les cerveaux. Et ça leur a permis de résister à beaucoup de choses. Imaginez toute la presse occidentale en train de te mater sur le plan médiatique et ton peuple est là, il regarde, il voit sans changer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été inculqué ici dans le cerveau. Et nous sommes dans la révolution, nous avons besoin de ça aujourd'hui. Deuxièmement, si l'Iran a pu résister aujourd'hui, c'est parce que l'Iran a pu fabriquer lui-même du quoi à se battre. Parce que une fois, j'ai eu la chance d'aller visiter certaines parties où c'était même une radio, c'était pas en Iran, quelque part. Et là, j'ai vu que ils étaient en porte-à-faux avec les Occidentaux, ils se préparaient. Et dans cette préparation-là, leur station de radio, tout le matériel présent a été fabriqué par eux-mêmes.
que ce soit le micro, hein, que ce soit le console, que ce soit l'ordre, tout. Ils se sont préparés. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la révolution. Il faut qu'on valorise les ingénieurs, hein, pour qu'ils puissent nous trouver quand même du quoi à préparer l'avenir. Et en ce qui concerne l'idéologie, commençons par les enfants. Général, aujourd'hui, notre génération ni ala sera min kishi oredo. Et ma femme, sinon aujourd'hui, pour convaincre notre génération, hein, pour pouvoir amener tout le monde et aller vers la révolution, ni ala min kishi de quoi. Donc intéressons-nous au cerveau jeune, parce qu'il y a quelque chose qui me fait peur, général. Aujourd'hui, vous allez voir les moins de 10 ans ou les moins de 15 ans, hein, sont en général sur TikTok. Et ils s'en foutent de ce qui se passe en Iran. Ils s'en foutent de la politique. Ils s'en foutent de la géopolitique. Ce qui les intéresse, toi-même tu sais. Yeah. Et surtout, l'ennemi est en train de s'intéresser à ces enfants-là. Raison pour laquelle l'ennemi est parti rapidement injecter du moyen là-bas. Aujourd'hui, une simple remarque, hein. La majorité des personnes qui sont contre la révolution sont en 80% sur TikTok. Ils ont investi là-bas. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont besoin, parce qu'ils voient que aujourd'hui, pour faire changer le général, c'est pas facile. Hein? Pour faire changer la dynamique comme ça, c'est pas facile. Donc, ils se sont intéressés à des gens qui vont venir 10 ans ou 15 ans après. Et si nous ne faisons pas attention, ces gens-là sont envahis aujourd'hui par des trucs négatifs contre la révolution. Tu vas parler aujourd'hui avec un jeune qui a 15 ans, ou bien moins de 15 ans, ou même 20 ans, hein? Il va te dire, ah, quoi. Et pourtant, nous voyons tous les jours, hein? Tu vas aujourd'hui, en te promenant dans la rue, que ce soit en Palestine ou bien à Téhéran, tu te promènes seulement, hein, tu vas tomber sur un enfant de 7 ans, tu lui demandes qui est le grand Satan. Il va te dire, c'est lui. Oui. C'est parce que là-bas, voilà, il s'intéresse à ça. Donc, intéressons-nous à ça. Occupons-nous la jeunesse, occupons la jeunesse, occupons les enfants avant que l'ennemi ne les occupe avec la futilité. Sinon, dans 5 ans ou 20 ans, nous allons danser comme Papa Wemba. Et la France va revenir tout reprendre. Merci beaucoup, Dressa Memeta. Merci à vous les deux autres, Dr Mamadou Sylla Traoré et Larba Bagaya. C'est l'occasion pour nous de souhaiter prompt rétablissement au doyen. Et n'oublie pas de rentrer directement à la maison après l'émission. Nous présentons en tout cas, nous souhaitons prompt rétablissement au doyen Daniel Koulibaly, qui est vraiment l'inspecteur de la douane à la retraite, qui n'a presque jamais manqué d'émission ici. Il a des pépins de santé. Doyen, bonne santé, reviens-nous en force. Professeur Touré est toujours convalescent. Bonne santé également à lui. Mehmet a ses promis. Je vais de ses pas à la maison sans doute. Et tu m'appelles. Nous vous remercions et à très bientôt. Merci.